Merci beaucoup, merci pour la présentation. Oui, non, IA for My People, c'est parti du principe, ce qu'on expliquait ce matin pour ceux qui étaient là, de dire que pour l'instant, l'IA, je me mouille pas comme ça peut être intelligence augmentée, hein. On met ce que veut sur le A, était un débat d'experts, et que très souvent, il y avait un problème de compréhension des enjeux de toute l'évolution de ces nouvelles technologies dans le quotidien. Et ce qu'on a voulu, ce qui débutera en 2020, c'est qu'on va faire une sorte de tour de France. Donc il y a des villes, il y a des entreprises qui nous sollicitent sur le sujet pour aller expliquer les différentes évolutions technologiques et le concept et les approches de l'IA au travers le monde, qui sont parfois très militaires, où certains sont sur la surveillance de masse, d'autres sur des applications un peu plus business, et les impacts que ça peut avoir dans le quotidien sur l'évolution de l'emploi et le rapport du métier de chacun, dans la santé aussi, dans le transport. Pour compléter, vous en parlerez quand vous voudrez, mais vous avez fait aussi une thèse sur le questionnement concernant le jeu démocratique. Ça rentre également dans les applications sociétales, ça. Oui, c'est une thèse que j'ai soutenue en janvier dernier à Montpellier, où je me suis interrogé sur l'impact de l'IA sur les pratiques démocratiques et les manières de s'informer. Et ce qui est interpellé à la base, c'est justement ces nouveaux phénomènes de deepfake. Donc je ne sais pas si le deepfake est de l'intelligence artificielle ou augmentée, mais on sait que c'est parti de ce principe-là et qu'on peut, dorénavant, c'était même défini comme le premier risque démocratique aux États-Unis. On sait que ça nous touchera, donc c'est ces fausses vidéos, on fait dire ce qu'on veut à une personne sans pouvoir facilement le déceler. C'est de plus en plus surprenant et on sait que ça peut avoir un impact sur la manière de s'informer, sur les théories du complot qui se diffusent pendant les élections ou autres. Et toutes les fake news qui peuvent circuler actuellement, quoi. Et les fake news ne sont pas nouvelles, parce que les théories de la rumeur et des fausses nouvelles, c'est... Oui, mais ça se propage plus vite. Mais par contre, avec la puissance des réseaux sociaux et des données qu'on a maintenant, ça fait des caisses de résonance. C'est-à-dire que la rumeur... Ça amplifie. La rumeur, avant, elle dépassait pas forcément la rue ou le village, et maintenant, en quelques secondes, elle a fait le tour du monde. Donc c'est et en plus, à force de répéter une rumeur ou un mensonge, ça finit par accréditer auprès de certains. Parfois, certains le pensent. Non, mais je vous laisse poursuivre, je vous ai interrompu. Oui, non, une question, c'est vrai qu'il y a eu un débat sur le terme intelligence artificielle. Je sais que Cédric Villani en a parlé même aussi dans son rapport, en disant que c'était un buzzword complet. Bon, ça sert pour lever des fonds, hein. Si vous avez des entreprises, n'hésitez pas à l'utiliser. Si ça n'existe pas, est-ce que ça existera un jour ? Alors l'intelligence artificielle générale, ce qu'on appelle AGI en anglais, Artificial General Intelligence, ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais avec les méthodes actuelles, qui sont les méthodes mathématiques, donc statistiques et logiques. Donc ça, c'est absolument impossible, pour la raison que j'ai décrite ici, il faut des données qui soient des données qui existent déjà pour pouvoir faire quelque chose, pour faire n'importe quoi de ces choses. L'intelligence artificielle ultime, donc Robocop par exemple, d'accord, parce qu'on a ces notions de Her ou ces notions de Robocop qui sont les notions hollywoodiennes de l'IA, celles-là n'existeront jamais avec ces méthodes-là. Par contre, le jour où on va pouvoir faire imiter de la biologie avec de la physique quantique ou avec je sais pas quoi, donc faire d'autres méthodes que les mathématiques qu'on utilise actuellement, peut-être. Je dis pas non. J'en sais rien, mais je sais qu'aujourd'hui, avec les méthodes actuelles, c'est non. D'accord. Avec les méthodes de demain, je ne sais pas. Et je sais qu'il y a des recherches aussi en ce moment où certains essaient de coder des émotions, c'est-à-dire faire en sorte que les robots, entre guillemets, puissent avoir des émotions. Est-ce que ça, c'est réaliste en tant que... Mais ça, c'est facile. Après, imiter un truc particulier, c'est très très facile. Les deepfakes, c'est excessivement intéressant. Les deepfakes, on a des outils extraordinaires pour créer des deepfakes, mais c'est des outils. C'est ces outils qui vont vous permettre de pouvoir changer les vidéos pour pouvoir bien aligner les lèvres avec les mots qui sont prononcés. Donc on fait dire à Obama ce que dit Trump, et vice-versa. Donc ça, c'est relativement facile. C'est des outils super puissants. Donc, mais c'est des outils que nous, on utilise. Le deepfake, il n'est pas arrivé... comme ça. Le deepfake est arrivé parce que quelqu'un a décidé de le faire. D'accord. Donc quelque part, c'est l'humain qui est en cause, c'est jamais la machine.
D'accord ? La machine, elle décide de rien. C'est l'humain qui décide. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces outils, c'est toujours nous qui les utilisons. On peut les utiliser à bon escient. A priori, quand on crée un outil, on l'utilise pour quelque chose qui va être utile. D'accord ? On crée le marteau au début pour enfoncer le clou. C'est mieux que le poing. D'accord ? Mais un jour, il y a un mec qui a pris le marteau pour foutre sur la tête du gars d'à côté. Sur moi, ça rebondit. Donc, c'est cool. C'est pas mal. Bon, sur moi, ça ne rebondit pas. Donc du coup, le gars qui a pris ça pour faire ça, on lui a dit, c'est pas bien. Et donc là est arrivée la régulation, est arrivée la loi, de l'éthique personnelle, la loi du groupe, la loi du monde. D'accord ? Les accords SALT dans les années 80 pour le nucléaire, c'était le monde qui a décidé d'arrêter la course au nucléaire. Donc les outils, on les crée pour le bien, on les utilise des fois pour le mal, et la régulation arrive pour se calmer un peu. Il y a une régulation possible sur ces sujets ? Bien sûr. Il y a d'abord une éthique. Donc il y a l'éthique personnelle. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie de faire des machines qui jouent au Go, qui vont dépenser 440 kilowatts. C'est une vaste connerie. Donc, mon éthique personnelle, c'est que je vais créer des outils qui sont a priori pour le bien de l'humanité sans bouffer la planète. Donc, ça, c'est ce que je décide. Maintenant, après, il y a des gens qui peuvent décider autre chose, avec des éthiques personnelles qui vont dire, moi, je vais vraiment utiliser un outil qui va dépenser beaucoup d'énergie et qui va résoudre ce problème-là en particulier. Bon, c'est leur décision. Mais après, on verra au niveau de la communauté, si c'est quelque chose qui est faisable ou pas. Mais à la fin, c'est la régulation qui gagne. Ce qui est, je ne vais pas vous apprendre ça à vous, mais la régulation est en retard sur l'innovation. Toujours, évidemment, parce qu'il faut que ça innove avant de réguler. Et donc, quand on regarde RGPD, par exemple, qui est un truc très intéressant qui s'est passé en mai 2018, mai 2018, RGPD qui commence à réguler donc la privacy sur Internet, c'est super. On est en tête en Europe, on a fait ça, c'est génial. Mais les mecs qui sont foutus à poil sur Internet, c'est en 2000 que ça a commencé, c'est pas en 2018. D'accord ? Donc la régulation a mis 18 ans pour rattraper l'innovation. Alors, je ne sais pas si se foutre pas sur Internet, c'est une innovation intéressante, mais c'était la raison pour laquelle on a fait ça. Chacun ses passions, hein, c'est sûr. Désolé. J'ai eu l'occasion, dans ma thèse, justement, j'en parlais ce matin, d'interroger Edgar Morin pour avoir sa pensée, lui qui a un regard, qui a un bon recul sur ce qui s'est passé sur ce siècle. Et il me disait que c'est vrai qu'un des défauts qu'on puisse avoir avec ce qu'on appelle l'IA, c'est qu'on pense prédire le futur avec des données du passé. Et que dans tous les cas, ce qu'il me disait, c'est qu'on peut avoir toutes les données possibles, ce que vous vous rappeliez à la fin, même si on avait posé des électrodes sur la tête d'Einstein ou de Beethoven, on n'aurait pas pu anticiper le déclic, le moment où ils ont créé leurs œuvres. Mais maintenant, j'ai cru comprendre qu'il y avait des IA, alors ça reste des schémas, des patterns, des données, qui arrivaient à composer, par exemple, de la musique. C'est très moche. Je l'adore, c'est très moche. C'est très moche. Et justement, ça s'appelle du random. C'est du random. Voilà. Il y a deux choses. Il y a celles où on va dire, ouais, le truc, il a créé. D'accord. Il a créé de la musique. Alors en général, quand on écoute le truc, effectivement, c'est très moche, c'est à mourir. C'est du random. Le truc, il joue n'importe quoi. Ça, il y a ça. Après, il y a autre chose qui s'appelle, il a créé comme Beethoven, ou il a créé comme Van Gogh. Alors on me fait chier des fois en me montrant des toiles. Regarde, ici j'ai inventé une IA où ça a dessiné la tour Eiffel, ça a peint la tour Eiffel comme Van Gogh. Je dis, super. Alors je vais t'expliquer comment ça marche. D'accord ? On a pris toutes les toiles de Van Gogh. Donc on a appris les patterns justement de comment Van Gogh fait d'habitude. On lui a mis une photo de la tour Eiffel. D'accord ? Et puis on a dit, vas-y, imite. Voilà, imite. Prends les datas qui existent et fais ça avec ça. Voilà, il n'y a aucune créativité, il y a zéro. D'accord ? Les intelligences artificielles ne créent pas. Nous, on crée. Est-ce que le mimétisme, justement, c'est pas le premier pas vers la créativité ? Je vois la manière dont on apprend, par exemple, la musique. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre la musique très tôt. On apprend par schéma. Donc on a nos notes, on répète des schémas, on imite nos musiciens préférés. Et à un moment, parfois, ouais, on se met à créer. Ouais. Alors c'est peut-être par hasard, mais des fois on répète aussi des schémas. Ça peut être très moche aussi. Ouais. Mais en tout cas, on a l'impression d'avoir inventé quelque chose. Est-ce que la machine pourrait pas faire ça aussi à terme ? Oui, nous oui. Alors, il y avait donc Van Gogh, Mozart quand il a changé les codes. Oui, justement, il a innové parce qu'il a cassé les règles. D'accord ? Et donc l'invention, c'est casser les règles. Et c'est quoi
l'intelligence artificielle, ben, comme je l'ai répété 1000 fois encore aujourd'hui, c'est suivre les règles. Il y a deux grandes écoles, c'est les règles et les data. Je suis les règles, je ne casse pas les règles, justement. L'innovation, c'est casser les règles. Une question, on avait un échange là-dessus. Alors, je pense qu'aussi, on a peut-être chacun sa définition de l'intelligence, parce qu'il y a peut-être différents degrés et différentes échelles. Si on prend la plus basique, c'est de lier des éléments. Ça, une machine peut être dans ce cas-là intelligente. Par contre, est-ce qu'on peut lui apprendre peut-être un jour à désobéir ou à coder le hasard? Il y a des théories sur le code du hasard. Ouais. Ben, le coder le hasard s'appelle le random, mais le random artificiel, on se rend bien compte qu'il n'est pas random, justement. D'accord? Il est jamais random, il suit une pattern, parce qu'on ne sait pas coder le hasard. Donc on ne sait pas faire ça. J'ai eu un débat intéressant avec mon ami Elon Musk, que je déteste, c'est la définition d'ami sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est celle sur Twitter. Et donc Musk, il dit que les robots vont nous tuer, qu'ils vont nous remplacer, qu'ils vont prendre en gros, ils vont gérer le monde bientôt. D'accord? Et donc je lui ai dit, bah, c'est super ce que tu nous racontes là. Donc vous savez, c'est lui qui fait Tesla, hein, qui fait les voitures Tesla. Donc c'est un génie marketing, le gars. Hein. Il est super intelligent pour plein de choses, mais il est complètement con en IA, parce qu'il n'en a jamais fait. Et donc, moi ça fait 30 ans que j'en fais. Donc le gars, il me dit, ouais, je sais que les robots vont nous... Ah, je lui dis, oui, alors regarde, ton robot, sur ton usine de Tesla, là, tu vois, il est en train de visser les bagnoles, là, voilà, il visse les bagnoles. Et tout d'un coup, le robot, il décide de planter le mec qui est derrière lui. Poum, comme ça. Il me dit... Ah, bah, il avait un sac à dos bagnole, peut-être. Oui, peut-être, ouais. Peut-être c'est pour ça. Mais voilà, le gars, il dit, ah bah ouais, non. Ça peut arriver dans deux cas. Premier cas, random. Random, le truc, il décide d'aller visser à côté. Bon, voilà, pourquoi pas, d'accord. Et l'autre cas, c'est, j'ai mis un petit, ce qu'on appelle les Easter eggs. C'est les œufs de Pâques, on appelle ça en programmation. Et c'est un truc, c'est une petite blague, d'accord. On met une petite blague au milieu du code, quelque part, on dit, tiens, au bout de 1000 fois, fais un truc qui est machin. Ça s'appelle l'Easter egg. Ça coûte cher, la blague, hein, quand même. Celle-là, elle coûte cher, mais bon, voilà. Donc, c'est les seules façons. Je veux dire, le robot qui visse des vis de la bagnole Tesla, il va jamais penser à aller planter un mec. Parce qu'il ne pense pas. Alors, il y a un autre truc, je parlais de Descartes tout à l'heure. Donc, Descartes, propre de l'homme, le langage propre de l'homme. Descartes, il a dit un autre truc dans un autre de ses livres très connus. Ça s'appelle Cogito ergo sum. D'accord ? Je pense, donc je suis. La machine ne pense pas, donc elle n'est pas. L'intelligence artificielle n'existe pas. J'adore. C'est des moments suspendus. Il faut qu'on les apprécie. Hein, j'adore ça. Complètement. Il faut l'assumer. Vous parliez tout à l'heure des rebonds technologiques. On a parlé du quantique. Est-ce que le quantique, qui est aussi parfois un peu nébuleux, hein, on sait qu'il y a plein d'annonces qui sont faites par Google, Microsoft et IBM sur il y a 15 jours, 3 semaines, on a annoncé la suprématie quantique. Donc Google vient d'annoncer la suprématie. Alors je ne vais pas vous faire le coup de suprématie quantique parce que là, si vous étiez prêt à dormir à 14h, là, vous allez vous endormir directement. Mais la suprématie quantique, c'est quelque chose en gros qui va montrer qu'on va pouvoir faire des calculs qui ne sont pas possibles à faire mathématiquement. Alors là déjà c'est un peu compliqué, mais bref, ils ont annoncé, Google a annoncé il y a 3 semaines, donc qu'ils avaient créé un calcul qui pouvait être fait par une machine quantique en quelques secondes, qui, si on essayait de le traduire en mathématiques classiques, ça mettrait 10 000 ans. Donc c'est relativement intéressant, c'est excitant. Ouais, ça serait... Mais ça a l'air excitant comme ça. Le problème, c'est que ce calcul en particulier, c'est un calcul qui n'a strictement aucun intérêt, qui est encore moins rigolo qu'une addition. Aujourd'hui. D'accord ? Ça veut dire que demain, comme j'ai dit tout à l'heure, le quantique, on va apprendre des choses. Le quantique par rapport aux mathématiques, c'est de la physique. Donc il y a un débat entre les physiciens et les mathématiciens, donc on peut en discuter aussi, mais on ne va pas le faire ici. Mais en gros, le quantique, c'est quelque chose qui nous échappe. Parce que quelque part, il y a des atomes. On parle de l'atome ici, on parle pas de biologie, justement. Et donc, quand on parle de l'atome de biologie, on commence à parler de quelque chose qu'on ne comprend pas. Les gens qui essayent de comprendre notre cerveau, ils disent aujourd'hui qu'ils comprennent entre 20 et 40% du cerveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne comprend rien non plus. D'accord ? Donc, le quantique, c'est un truc intéressant. C'est un buzzword d'aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vont mettre beaucoup de pognon dedans
pendant les années qui viennent, si on a une estimation d'une première application qui sera faite en quantique avec un calcul intéressant, moi je dis 20-30 ans. Ça ne veut pas dire que ça veut dire que c'est intéressant. 20-30 ans, c'est pas comme jamais. On progresse. Peut-être que dans 30 minutes, l'IA existera. J'essaie de négocier. Et votre rapport, nous, on cherche aussi des conseils pour aller justement acculturer. J'aime pas dire éduquer, parce que c'est infantilisant. Sur le rapport de toutes ces nouvelles technologies et ce phénomène, parce que finalement, s'il ne s'appelle plus intelligence artificielle, ça reste un phénomène qui a un impact sur toutes les thématiques, on disait. Comment faire en sorte de diffuser ce message et de faire aussi un peu plus de prospective sur ce qui va nous arriver dans le quotidien? Voilà, on fait ça. D'accord. Donc on commence à dire de la vérité, au lieu de dire n'importe quoi. Donc les médias disent la vérité. Je vous conseille la lecture du Monde ce soir. Il y a un article sur l'IA, justement, où on démystifie encore un peu, où ça commence à arriver. C'était beaucoup plus facile pour les médias jusqu'à là de dire c'est Robocop, c'est Her, ils vont tous nous remplacer, ils vont tous nous tuer, que de dire c'est des mathématiques et des statistiques. C'est quand même très chiant, c'est juste ça. D'accord. Donc c'est moins vendeur, c'est moins vendeur. C'est moins vendeur, c'est sûr, mais bon, c'est la vérité. Donc maintenant, on commence à dire la vérité. Il y a des gens comme moi, il y a des gens comme Yann Lequin, qui est quand même relativement bon en IA, qui en fait depuis 30 ans aussi, et qui vient d'avoir le prix Turing. C'est quand même un garçon pas trop mal. Il dit la même chose que moi. Et puis tous les gens qui font de l'IA disent ça. Enfin, on dit tous la même chose. Maintenant, il faut dépasser ces histoires de médias, il faut dépasser Hollywood. Donc maintenant, il ne faut pas être bisounours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, ces outils peuvent être utilisés à bon et mauvais escient. Bon, ça on a compris. Mais aussi, évidemment que dans certaines tâches, on va être remplacé. Donc si on parle de du sociétal purement, et si on parle des métiers, évidemment qu'il y a des métiers qui vont être remplacés. Mais ce n'est pas l'IA, c'est la technologie en général. Ça ne date pas d'hier. 1770, quand la première machine est arrivée, la première machine à tisser est arrivée à Lyon, ça a déplacé les canuts, ça a remplacé les canuts. Ben c'est normal. Il y a eu une révolution, il y a eu quelque chose. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le même bassin, exactement dans le même bassin ouvrier, il s'est créé des nouveaux métiers. Il a fallu les programmer, ces machines. Il a fallu les nettoyer, les entretenir. Donc ça a créé en fait plus d'emplois. Et donc si on regarde dans l'humanité, on n'est pas complètement idiot. Je veux dire, dans l'humanité, depuis le début, on crée toujours plus d'emplois que les outils qui nous ont remplacés. J'ai un exemple pour ça, et je m'arrêterai parce que, encore une fois, je peux durer 48 heures pour ça. Donc, les ATM, en français DAB, distributeur automatique de billets. D'accord? Distributeur automatique de billets. On a dit, 1990, quand ça arrive, oh là là, ça va remplacer tous les guichetiers dans les banques. Je ne sais pas si on dit guichetiers, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça va remplacer tous les guichetiers dans les banques. OK, très bien. Estimation, 25% des guichetiers dans les banques vont être remplacés par les machines. Très bien. 1990-2000, déploiement des ATM, des DAB. 2000, qu'est-ce qui s'est passé? On regarde les chiffres, plus 3% de guichetiers dans les banques. Pourquoi? Ça n'a aucune logique, ça devait être moins 25. Ben là, la vérité, c'est que la banque, entre 1990 et 2000, a transformé le métier elle-même. La banque est devenue quelque chose d'autre que juste donner des sous, c'est devenu aussi une assurance, c'est devenu aussi d'autres services. Et les guichetiers, non seulement ils n'ont pas été remplacés pour du poste, mais en plus, leur métier s'est élevé dans le sens où ils n'étaient pas juste devenus des trucs qui distribuaient des billets, mais ils étaient des gens qui distribuaient des conseils. Et donc, le métier lui-même est devenu plus valorisant pour la personne. Et donc, effectivement, il va y avoir des remplacements. On va remplacer des tâches qui sont répétitives et pas intéressantes, d'accord, par des choses qui vont être plus intéressantes. Mais moi, j'aime bien l'éducation, en fait, parce qu'il faut s'éduquer. Il faut non seulement comprendre le phénomène, mais en plus, il va falloir se former. Et donc, la formation est idéale. Enfin, je veux dire, elle est obligée. Parce que sinon, on peut devenir complètement idiot. Et aller dans un film qui s'appelle Idiocratie, justement, que je vous conseille aussi, c'est un film complètement con, qui date de 2003, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il dure que 1h05, donc ça, c'est pas trop mal. Mais ce film-là, il est complètement idiot, mais il montre justement une société qui est devenue complètement idiote, parce qu'elle a tout lâché, parce qu'elle n'a plus d'éducation. À l'époque, c'était une parodie de la société de Bush, de George Bush, qui voulait justement rendre les gens idiots pour pas qu'ils comprennent ce qu'ils faisaient et pour qu'ils revotent pour lui. D'accord, bon, c'était ce que veulent les politiciens, je pense. Mais
Je prends rien à titre personnel. Mais tout ça pour dire qu'on peut tout lâcher. Et tout lâcher, ça veut dire quoi? C'est arrêter de s'éduquer. Ben, un grand merci. En tout cas, moi, je suis séché, j'ai plus de questions là. Même Complètement.